Hello tout le monde. Hello tout le monde, je sais pas si le son est bon, j'espère que oui. Et j'espère que vous allez bien. On va attendre encore 1 ou 2 minutes afin de terminer les petits soundchecks. Dites-moi s'il y a des soucis dans le son, mais normalement on devrait être pas trop mal. Je m'entends encore un petit peu, mais normalement on est pas mal. Yes, ok, on va attaquer. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais baisser un tout petit peu le son de la musique en fond. Vous me dites si ça vous dérange ou pas. Normalement, le son est pas trop mal. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Ensemble aujourd'hui, donc pour ce 2e rendez-vous de lecture et papotage, on va voir ensemble un texte qui est extrêmement fondateur. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu ensemble un texte sur l'idée de nature, en finir avec l'idée de nature et renouer avec l'éthique et la politique de Yves Bonnardel, qui était un texte que j'avais découvert aux alentours de 2014-2015. Et en fait, je pensais que c'était important de poursuivre. Alors, le hasard fait que c'est un petit peu avec le même auteur, mais en fait, sur la seconde brochure militante que j'ai lue, qui est une brochure un peu plus grosse, qui est une brochure qui fait 60 pages. Donc, je vous annonce tout de suite qu'on va pas se les lire ensemble ce soir en entier. 60 pages, c'est beaucoup. Je pense que même si on en fait une vingtaine, grand maximum, on sera pas mal. Donc, du coup, je vous propose d'attaquer, à moins que vous voulez commencer à discuter un petit peu de l'actualité. Je sais pas comment est-ce que vous voulez procéder. En tout cas, j'espère que le son est bon. Et je vais tout de suite vous partager l'écran, voir si le partage d'écran est cool. Ouais, parfait, super. Je sais pas si des gens ont déjà découvert cette brochure. Vous pouvez la trouver. Tiens, je vais essayer de vous mettre ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez lire directement avec le lien. Je me dis que ça peut être cool. Donc si le son est bon, bah c'est trop bien, je suis content. Merci beaucoup, Avantise. Je sais pas comment on prononce, désolé. Je vais vous mettre ça dans le chat immédiatement. Voilà un texte du réseau antispéciste. Et je coupe ça tout de suite. Parce que sinon on va s'entendre en boucle. Ok, cool. Moi je vous propose d'attaquer, et puis on fait des pauses un petit peu quand on veut quoi. Ce texte, pareil, hein, vous vous rappelez, moi le but là de ces numéros du lundi, c'est de redécouvrir ensemble des textes à l'époque où voilà, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et donc pour partager des connaissances, le mieux c'était les brochures qu'on s'échangeait dans des festivals, dans des réunions, dans des colloques antispécistes et militants. Et donc du coup, je pense que c'est des brochures qui sont importantes. Celle-ci, elle est parue en 2012-2013, et je la trouve vraiment fondamentale. Et donc je vous propose de vous la partager ensemble. Si jamais, comme d'habitude, tout est enregistré, tout sera rediffusé sur YouTube. Je regarde juste le chat. Dis juste Anti, haha, mon premier pseudo, c'était Antispéciste 12, donc les gens m'appellent Anti depuis. Ok, c'est noté, je t'appellerai Anti depuis. Magnifique. Allez, on attaque, est-ce que le partage d'écran est bon ? Oui, magnifique. Je vais peut-être un petit peu zoomer pour que vous ayez le texte, et puis comme d'hab, je vais essayer de scroller un petit peu. Et il n'y a plus ma tête, je vais essayer de remettre ma tête, si vous voyez, voilà. Et la chatbox, si vous la voulez. Hop, allez, c'est parti. L'exploitation animale est une question de société. Donc c'est un texte qui a été écrit par Pierre Sigler et Yves Bonnardel aux alentours de 2012, il me semble. Et c'est une alternance, hein, ils sont vraiment divisés les parties entre deux, je pense. Et je vous avoue, peut-être préférer les parties de Yves Bonnardel à celles de Pierre Sigler, mais on s'arrêtera de toute manière dès qu'il y a besoin de s'arrêter. Du coup, première partie, la question de la viande est un problème de société. Nos sociétés sont fondées sur l'exploitation animale.
Celles-ci forment système, c'est système social, système politique. Tout comme par exemple, le patriarcat ou l'élevage forment des structures sociales et politiques élaborées, l'exploitation animale implique un système organisé d'appropriation sociale des animaux et de leur production. Du simple fait qu'ils ne sont pas humains, ils sont des biens, des marchandises, acquérables soit par capture ou meurtre, soit par achat, échange ou don. Ce système d'appropriation et d'exploitation, système politique, nous l'appelons selon ses particularités, élevage, chasse, pêche, en tant que ce sont des pratiques définies socialement, encadrées juridiquement et défendues idéologiquement. L'exploitation animale, comme toute autre forme d'exploitation, implique l'existence d'un système idéologique complexe qui vise à le rendre acceptable moralement, à la banaliser, à la justifier, à l'entériner et enfin à empêcher sa remise en question. Cette idéologie, nous l'appelons spéciste. Le mot spécisme est calqué sur les mots racisme ou sexisme et désigne la discrimination arbitraire, injuste, fondée sur l'appartenance d'espèce d'un individu. Il s'agit d'une autre façon de nommer l'idéologie fondamentale de nos sociétés contemporaines, l'humanisme. Ce système, spéciste ou humaniste, est le système dans lequel nous baignons dès notre naissance, à tel point qu'il nous apparaît normal, naturel, évident, logique, sain. Il a fallu attendre des travaux importants de philosophie morale dans les années 1970 pour qu'on en vienne à le remettre en question. En 1975, Peter Singer publie Animal Liberation, où il explique que la notion d'égalité sur laquelle nos sociétés sont censées se fonder ne peut logiquement être défendue comme s'appliquant aux seuls humains en excluant les autres animaux. Au contraire, elle ne peut qu'inclure l'ensemble des êtres sentients. L'égalité, précise-t-il, ne consiste pas en une description d'un état de fait, mais en une prescription de type moral. Lorsqu'on dit par exemple que tous les animaux sont égaux, on n'affirme pas qu'ils sont tous identiques, mais simplement qu'on doit tous les traiter de façon égale ou, comme le dit Singer, qu'on doit peser leurs différents intérêts sur la même balance, leur accorder autant de poids indépendamment de la personne de qui ils sont les intérêts. De même, lorsque Singer affirme que tous les animaux sont égaux, il expose simplement que nous devrions prendre en considération leurs intérêts à vivre bien, à ne pas souffrir, etc., au même titre que les nôtres propres. À la suite de Singer, de nombreux autres philosophes sont arrivés à des conclusions similaires. Ne pas tenir compte des intérêts des autres animaux est injustifiable. Et ils devraient se voir reconnus la protection de leur vie et de leur qualité de vie, se voir par exemple reconnus des droits fondamentaux. Il s'agit là d'éthique universaliste. Et les notions d'égalité, de justice, etc., qui sont mobilisées par Singer et par bien d'autres, Tom Regan, Saponsis, etc., sont censées s'appliquer à tous, et en toutes circonstances. En conséquence de quoi, il serait logique de se battre pour que ce fait soit reconnu. Les discriminations dont sont victimes les animaux, du simple fait qu'ils ne sont pas humains, ou du fait qu'ils ne se voient pas reconnaître des qualités perçues comme essentiellement humaines, comme l'intelligence, la raison, l'abstraction, etc., ne sont pas justifiables, ne sont pas justes et doivent donc être abolis. De la même façon, et pour les mêmes raisons que des discriminations intra-humaines, racistes, sexistes, etc., ne sont pas défendables et doivent disparaître. Ces questions débordent les simples actes d'individus. Elles concernent l'organisation d'une société dans son ensemble et doivent être posées à un niveau collectif et non purement individuel. Or, le mouvement animaliste actuel répugne à poser le problème de l'exploitation animale comme un problème politique, qui concerne chacun et doit s'imposer à chacun. Au vrai, cette répugnance s'adresse surtout au problème de la viande et des sous-produits animaux. Concernant la corrida, la fourrure, les combats de coqs, les cirques, l'expérimentation, le gavage, les militants adoptent par contre spontanément une approche presque exclusivement politique, en lançant des campagnes sur le long terme, en ciblant des adversaires et en réclamant l'interdiction. Lorsque nous parlons ici de politique, précisons bien que nous ne parlons pas particulièrement de politique politicienne, des partis, des élections et des candidats. Suivant l'étymologie du mot, nous parlons de l'organisation de la cité, police, de l'organisation de la vie collective, de la société, c'est-à-dire des institutions, des rapports sociaux, des coutumes, des lois, de la culture, des idéologies, etc. Nous parlons des mouvements à développer pour changer notre structure sociale, pour aller vers un monde meilleur. Nous parlons de faire de la politique comme la font les syndicalistes, les féministes, etc., c'est-à-dire des mouvements de contestation sociale. Bref,
nous parlons d'analyser la complexité de ce que nous voulons voir disparaître, de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre dans ce but et de réussir à nous organiser collectivement. L'exploitation animale est massive, tellement massive qu'elle apparaît inconcevable. Elle concerne des milliers de milliards d'animaux. Il s'agit essentiellement d'animaux marins, des poissons, qui sont eux aussi, hélas, des animaux sentients, qui éprouvent plaisir et souffrance, joies et peines, peur, angoisse, terreur. Ils constituent plus de 98% de l'ensemble des animaux qui sont capturés ou élevés, puis tués, pour nous servir de matière première, nourriture humaine, fourrage animal. La quasi-totalité des animaux exploités et opprimés restants sont constitués des animaux vertébrés terrestres, tués aussi pour la boucherie. Les volailles, les vaches, les cochons, les lapins sont tués en masse. Ils sont 60 milliards à être massacrés chaque année pour nous servir de nourriture. Les autres animaux, exploités, bien qu'encore extrêmement nombreux à souffrir, sont pourtant en comparaison en nombre dérisoire. En France sont par exemple sacrifiés à l'expérimentation animale quelques 1 à 3 millions d'animaux, quand 1 milliard 200 millions d'animaux vertébrés terrestres, dont 800 millions de poulets de chair, sont abattus pour leur viande et sans doute plus de 100 milliards de poissons. L'exploitation des animaux résulte aussi de la consommation des sous-produits animaux. Les conditions d'exploitation pour produire des œufs ou des laitages sont les mêmes que pour produire des chairs, et les deux économies sont liées. Les animaux qui produisent œufs et lait sont menés à l'abattoir dès qu'ils voient leur productivité baisser. Mais le nombre d'animaux exploités par ces sous-produits est lui aussi relativement faible en comparaison du nombre total d'animaux exploités et tués directement pour leur chair. En France, sont tout de même concernés quelques 50 millions de poules pondeuses, auxquelles il faut rajouter autant de poussins mâles qui, ne pondant pas, sont exterminés à la naissance, et quelques dizaines de millions de vaches à lait, ainsi que des brebis, des chèvres, etc. Nous l'avons dit, nos sociétés se sont fondées sur l'exploitation animale, tant matériellement qu'idéologiquement. Matériellement, puisque historiquement, nous avons exploité aussi bien la force de travail des animaux, le labour, trait, monte, chasse, que leur production corporelle, leur chair, poils, leurs os ou dents, leur cuir, peau, leurs petits, leurs œufs et lait. Dans le même temps, nous les avons aussi exploités identitairement et idéologiquement, en leur retirant toute importance et en nous octroyant par contraste une valeur censée être infinie. Notre puissance et notre domination à leur encontre nous ont permis de nous concevoir comme les maîtres du monde, les rois de l'univers, comme des êtres supérieurs ayant un droit à la vie inhérent à notre nature d'élection et ayant par contre droit de vie ou de mort, dû et d'abus sur tous les autres êtres sentients. Nous avons pu développer une vision extrêmement valorisée de nous-mêmes comme prédateurs et même comme super-prédateurs. Nous nous voyons comme le couronnement de la création, trônant au sommet de la chaîne ou de la pyramide alimentaire, etc. La consommation de viande, si l'on veut bien entendre par ce terme toute chair d'êtres sentients, donc également la chair des poissons, semble une pratique fondamentale dans nos sociétés, extrêmement importante symboliquement ou pratiquement. La viande trône au centre des repas et des conversations, et les populations tiennent à leur consommation des chairs, des animaux comme à nulle autre forme d'alimentation, et mettent en œuvre des moyens considérables pour la défendre. C'est de toute évidence parce que la viande est une pratique cruciale qui fonde notre distinction en tant qu'humains, on n'est pas des bêtes. Que le problème de l'utilisation des animaux pour la boucherie n'a émergé que ces dernières décennies comme une problématique en soi, pour progressivement prendre toute l'importance qu'il a acquise ces dernières années. C'est parce que les enjeux matériels et identitaires sont extrêmement importants que le tabou sur la consommation de viande, qui touchait même les militants animalistes, n'a commencé à s'effriter que depuis quelques années. C'est sans doute aussi pour cette raison que la remise en question de cette consommation de chair animale peine à se développer comme une question politique, qui concerne l'organisation même de nos sociétés et qui doit être résolue à l'échelle des sociétés elles-mêmes. De fait, la stratégie employée par les militants reste très souvent uniquement la promotion du végétarisme ou du véganisme. Est-ce la seule stratégie envisageable ? Est-ce vraiment la meilleure ? Il est très important de réfléchir aux moyens que nous mettons en œuvre pour lutter contre ces pratiques de domination et d'exploitation à l'échelle de nos sociétés tout entières. C'est ce à quoi s'emploie cette brochure que vous tenez entre vos mains. N'oublions pas justement que c'est nous, et personne d'autre, qui tenons le destin des animaux entre nos mains. Elle est bien cette dernière partie, moi je l'aime bien. Je vous laisserai lire les bas de page, en tout cas vous pouvez après dans le replay au pire mettre pause pour relire les trucs, mais je vous ai mis le lien de la publication
de toute manière dans le chat. En fait, ce qui est important, je pense, dans cette première partie, avant de passer à la suite, c'est de recontextualiser cette brochure dans laquelle elle a été faite. C'est encore le cas. Aujourd'hui, la majorité de nos actes militants, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le live, elle passe par la promotion de pratiques alimentaires. Le véganisme, c'est vraiment un mode de vie qui nous est présenté. Et en fait, l'idée de cette brochure, c'était vraiment de remettre en cause cette stratégie, en fait, qui était un petit peu cette stratégie de parler que de véganisme, et plutôt de vouloir parler de politique. Il faut bien se rendre compte qu'au moment où ce texte il est écrit, L214 a sorti aucune enquête encore, sauf erreur, où c'était vraiment les balbutiements. Et surtout, les journées mondiales pour la fin du spécisme, pour la fin de la pêche, ça n'existait pas. C'est une des conséquences du travail qui a été mené par cette brochure. Et donc c'est important de toujours, pour moi en tout cas, replacer les documents qu'on lit ensemble dans le contexte dans lequel ils ont été écrits, quoi. J'aimerais bien faire un jour un react, ne serait-ce que la vidéo de Gary Yourofsky, qui s'appelle sur YouTube la vidéo la plus importante de ma vie, ou quelque chose comme ça. Qui est une vidéo qui a changé énormément de gens, mais qui en fait ne parle que de véganisme et que de pratiques individuelles. Donc je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, moi il faut juste que je boive un coup avant de passer à la suite. Mais voilà, je pense que c'est important de toujours placer un peu un contexte historique, quoi. Je regarde juste les notifications. D'ailleurs, je pense un jour me mettre sur d'autres réseaux. Vous me dites ce que vous en pensez. Bonsoir Tanguy BZH. Peut-être viens-tu de Bretagne ? Je sais pas, peut-être je me trompe. Je vous propose d'enchaîner un petit peu. De toute manière, vous voyez que là on a déjà fait 10%, 6 pages sur 60. On les fera pas toutes ce soir. Parce que c'est long. Parce que c'est long et il faut prendre le temps. Complètement. Bienvenue Tanguy. Bienvenue sur cette petite chaîne où tu peux te poser tranquille et on parle de cause animale. On parle le texte, c'est un texte qui s'appelle l'exploitation animale est une question de société. Et puis je vous propose d'enchaîner un petit peu avec en fait là on a terminé l'introduction, de vous enchaîner un petit peu avec la suite, qui est de l'appel à la vertu à l'exigence de justice pour les animaux. Une partie qui a été écrite par Pierre Sigler. Et s'il y a besoin de s'arrêter, il y a des notions qu'on comprend pas, qu'on doit fact-checker, on va le faire. Grand 1, du coup, la mobilisation morale. Petit 1.1, exigence de vertu et exigence de justice et appel à la vertu, pardon. La philosophie morale se divise en plusieurs branches. La métaéthique analyse les concepts fondamentaux de l'éthique. L'éthique normative détermine ce qui est bien ou mal. L'éthique appliquée s'occupe de cas concrets. Alors là, typiquement, je m'arrête directement. Je ne sais pas si c'est l'actuel consensus sur la philo en philo morale. Moi, je suis nul en philo morale. Je serais assez intéressé d'avoir l'avis de Pierre Sigler, par exemple, savoir ce qu'il en pense aujourd'hui encore. Et puis aussi de Cédric Stoltz, qui est un philosophe, prof de philo, qui fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Mais voilà, on verra. Mais je vais juste enchaîner. Car reste un domaine largement inexploré, la mobilisation morale. Comment, face à un fléau, mobiliser les agents moraux pour y porter remède ? Je vois 2 méthodes possibles. L'exigence de justice et l'appel à la vertu. L'exigence de justice est de nature fondamentalement politique. Elle réclame des changements législatifs, institutionnels ou sociaux. L'appel à la vertu est apolitique. Elle demande aux gens d'agir plus vertueusement, de modifier leur comportement individuel. Pour combattre la pauvreté, l'exigence de justice consiste par exemple à réclamer l'édification d'un État-providence, la mise en place d'un salaire minimum, la constitution de syndicats, une redistribution des richesses généreuses, voire, pour les plus radicaux, un changement complet de système économique et social. L'appel à la vertu consiste à exhorter les gens à être plus charitables, les municipalités à ouvrir une soupe populaire, les patrons à faire un effort vis-à-vis de leurs employés. Il enjoint les pauvres à être plus solidaires les uns les autres. Il leur conseille d'éviter les dépenses inutiles, de faire des économies, de travailler plus dans la mesure du possible ou de se détacher des désirs matériels. L'exigence de justice s'exerce à l'échelon collectif. Elle s'adresse aux citoyens. L'appel à la vertu s'exerce à l'échelon individuel. Il s'adresse aux personnes privées, consommateurs, donateurs, croyants, disciples. Signe de l'apolitisme de l'appel à la vertu,
il peut se faire sous un régime autoritaire, alors que l'exigence de justice requiert la démocratie. Bon, ça, il faudrait vérifier. Je sais pas si vraiment l'appel à la vertu peut se faire sous régime autoritaire. Et est-ce que l'exigence de justice est impossible en régime autoritaire ? Ça, honnêtement, je vous cache pas que je suis pas certain de ça. Donc, mais encore une fois, moi, je suis pas du tout spécialiste en philosophie morale. Mais quand j'avais lu ce texte, ouais, en 2015-2016, il m'avait assez convaincu. Et d'ailleurs, point, j'en profite, très important. Vous vous rappelez que dans lundi dernier, on a à plusieurs reprises fait appel à la notion d'animaux sensibles. Et c'était un texte assez ancien, hein, 2005-2007. Et là, vous avez vu dans l'intro qu'enfin, en 2012, il parle de sentience. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était il y a 11 ans. Et il y a 11 ans, déjà, on parlait de sentience, alors que ça reste une notion qui est aujourd'hui encore, je trouve, très minoritaire dans les discours. La sentience, hein, pour rappel, c'est la capacité d'un individu à ressentir des choses agréables ou désagréables. Et c'est plus pertinent d'utiliser la sentience que de parler de sensibilité, parce que une cellule photovoltaïque ou mon écran tactile de mon smartphone, sur lequel je lis vos messages dans le chat, c'est des choses sensibles, mais elles sont pas sentientes. Je crois pas que mon téléphone ressent des choses agréables ou désagréables. Même s'il y a quelqu'un qui m'insulte dans le chat, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, on va enchaîner un petit peu sur la partie 1.2, la cause du mal. Ces deux approches, donc je vous rappelle, c'est l'exigence de justice versus un petit peu l'appel à la vertu, découlent d'analyses différentes, mais pas antinomiques, des causes évitables des maux. Pour les tenants de l'exigence de justice, les principales causes évitables des maux sont des défauts dans les structures sociales, typiquement les lois. Pour y remédier, il faut donc changer la loi, créer, modifier ou démanteler telle ou telle institution, mettre en place des incitations financières ou autres pour modifier le comportement des gens, la taxe carbone par exemple. Pour les tenants de l'appel à la vertu, les principales causes évitables des maux sont les défaillances des agents moraux, un manque de compassion, un excès de cupidité, des passions trop violentes, un manque d'éducation morale, bref, le vice. Pour y porter remède, il faut donc s'adresser aux individus, pour leur faire la morale, stimuler leur compassion par des reportages poignants par exemple, les aider à calmer leurs passions violentes par la prière, la méditation ou la lecture d'un énième livre sur les sagesses antiques, les informer, bref, stimuler leur vertu. Les tenants de l'exigence de justice ne nient pas l'importance des comportements individuels, mais ils pensent qu'on peut les modifier plus efficacement par des mesures politiques qu'en faisant la morale à chacun, qu'il est plus facile d'agir sur les causes sociologiques des comportements que sur leurs causes psychologiques. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez sur ces parties-là, moi je suis très partagé. Moi je suis plutôt partisan effectivement de concevoir la lutte pour le droit et la reconnaissance des intérêts des individus sentients. C'est pour moi plus une question politique où vraiment il faut qu'on infuse la culture, il faut qu'on occupe l'espace. C'est un peu ce qu'on est en train de faire sur Twitch, mine de rien. Tandis qu'effectivement, ouais, c'est cette question un petit peu d'appel à la vertu, c'est un peu visé cet appel à la pureté militante, quoi. Et ben, on peut même plus tard rediscuter même de la notion de véganisme. Qu'est-ce que c'est que le véganisme ? Il y a pas mal de conférences et de propos à ce sujet, mais je pense, sauf erreur, que c'est déjà abordé dans ce texte, donc on y reviendra un petit peu. Donc du coup, on va enchaîner avec la partie 1.3, je vais juste boire un petit coup. Alors, 1.3, une stratégie lourde de sous-entendus. Se contenter. Je vois juste dans le chat, il date de quelle année ? Il a été écrit en 2012, sauf erreur. Donc 2012-2013, moi je l'ai lu en 2015-2016, quelque chose comme ça. Et je trouve ça chouette que déjà, il y a 11 ans, on parlait de sentience. Sauf erreur, on pourrait fact-checker ça, mais là, vraiment dans les dates que j'ai vues, il me semble que c'est 2012. Donc du coup, une stratégie lourde de sous-entendus. Se contenter pour mobiliser les agents moraux de l'appel à la vertu n'est pas sans implication néfaste. Cela sous-entend que l'on se base sur une éthique de la vertu, que ce qu'on propose va au-delà de nos obligations morales ou est inaccessible, et que faire autrement est légitime. Une éthique de la vertu.
L'éthique de la vertu est un courant de l'éthique normative qui se donne pour but l'amélioration du caractère des agents moraux, le développement de leurs vertus, la bonté, la générosité, la tempérance, le courage. 3 petits points. L'éthique de la vertu est une morale privée, visant à la réalisation de soi, à la vie bonne. Elle s'oppose aux éthiques universalistes, pour lesquelles ce qui est bien ou mal l'est partout dans le monde, indépendamment des opinions de celui qui agit. L'éthique de la vertu a toujours un parfum d'élitisme. Aristote la réservait aux citoyens. Une école plus contemporaine d'éthique de la vertu appelle ça le perfectionnisme. Comme son nom l'indique, le but de cette morale est de se perfectionner soi-même. Ses contenteurs y voient une doctrine inégalitaire pour laquelle il faut favoriser dans la société les êtres d'exception. Nietzsche est un représentant exemplaire du perfectionnisme. Tout appel à la vertu ne découle pas d'une éthique à la vertu. Par exemple, une ONG, une organisation non gouvernementale, peut appeler les donateurs à la vertu tout en se basant sur une éthique universaliste, les droits de l'homme par exemple. En revanche, quand on se fonde sur une éthique de la vertu, on ne peut mobiliser les agents moraux que par l'appel à la vertu. La vertu ne peut venir que d'une impulsion intérieure, pas de la contrainte. Il serait absurde de vouloir interdire la méchanceté ou de décréter le courage. À la limite, on manifeste plus facilement sa vertu dans un monde exécrable que dans un monde idyllique. Un vegan doit faire preuve de plus de vertu, de force morale, en vivant dans un monde spéciste que dans un monde non spéciste. Ainsi, un courant de pensée qui n'utiliserait que l'appel à la vertu donnerait l'impression de procéder d'une éthique de la vertu et par conséquent de proposer une éthique personnelle. À plus forte raison, si le comportement qu'il veut propager apparaît au public comme une ascèse, prenant la forme d'une liste d'interdits, ou si ce groupe de personnes se définit par leur comportement et non par leur idéologie. Ouais, alors je la trouve un peu confuse quand même cette partie, mais je vois un peu qu'est-ce qu'il veut dire, quoi. En gros, vraiment c'est l'idée vraiment de vraiment redéfinir, enfin avec l'éthique de la vertu, c'est vraiment des listes de choses qu'on se doit, nous, de faire ou pas, quoi, par ascétisme. C'est presque un peu monastique, quoi, presque un peu religieux, de vouloir prétendre à être le meilleur possible. Après, je connais honnêtement pas assez Nietzsche, pas assez Aristote pour savoir si c'est legit ou pas cette partie, mais je vois vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Et puis quand il dit qu'un vegan doit faire preuve là ici de plus de vertu, de force morale en vivant dans un monde spéciste que dans un monde non spéciste, bah je pense que, en tout cas moi c'est ce que j'expérimente au quotidien, hein, quand je traîne avec des collègues de boulot ou des membres de ma famille, même si je les aime beaucoup, c'est pas toujours facile, et donc ça correspond à un petit peu renier un peu ses valeurs et éviter que tout parte en clash tout le temps, parce que sinon ça marcherait pas. Et peut-être qu'il faut pouvoir les convaincre en étant un peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est un peu ce que je peux comprendre dans cette partie. Et si on enchaîne juste avec les actes surérogatoires, voilà un mot un peu compliqué. Par définition, l'exigence de justice énonce des obligations. Il faut interdire l'excision, il faut mettre fin aux discriminations contre les étrangers. Alors qu'en règle générale, les actes qu'encourage l'appel à la vertu sont surérogatoires, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de nos obligations morales. Donner à une œuvre de charité est considéré comme une chose bonne, mais pas comme une obligation morale. Acheter des produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable est considéré comme moralement bon, mais acheter des produits issus de l'agriculture et du commerce conventionnel n'est pas perçu comme immoral. C'est logique. Si un acte est vraiment condamnable, on doit vouloir l'interdire. Si on donne juste des recommandations, c'est qu'on ne pense pas qu'il soit légitime de l'interdire ou qu'on croit l'interdiction réalisable. Je crois que ce qu'il essaie de dire, en gros, dans cette partie, c'est que le véganisme, en gros, s'il est juste vu comme un truc un peu d'appel à la vertu, ça sous-entend qu'on doit interdire la viande, ou on doit interdire l'exploitation animale. Mais que du coup, ça peut pas être un truc de vertu, c'est forcément quelque chose de collectif. Je vous avoue que surérogatoire est un mot compliqué, mais qu'il définit ici dans le texte comme qu'ils vont au-delà de nos obligations morales. Je me rappelle qu'il fait appel un petit peu à ça dans la suite du texte, on y reviendra. Du coup, c'est la partie 1.3.3. C'est vraiment une grosse partie. C'est vraiment cette brochure est vraiment bourrine, mais je la juge vraiment assez importante pour qu'on la lise ensemble.
Mais donc du coup, 1.3.3, une utopie inaccessible. Souvent, ceux qui appellent à la vertu se refusent d'exiger des changements sociaux quand ils pensent que ces changements sont impossibles, que ce qu'ils proposent est faisable par une petite minorité très motivée, mais hors de portée du commun des mortels. L'idée sous-jacente est soit que toute réforme politique est impossible, ne reste plus qu'à promouvoir une morale personnelle pour mieux vivre. On a observé ce basculement dans la Grèce antique. Pour mettre en pratique leurs principes éthiques, les philosophes de l'Athènes classique en ont une approche politique. Ils ont imaginé des cités idéales, de nouvelles constitutions, des réformes politiques et économiques, mais à l'époque hellénistique, celle des royaumes grecs, consécutifs à la conquête d'Alexandre, les démocraties directes en Grèce furent remplacées par la royauté, puis par l'empire. Comme les changements politiques devenaient impossibles, sont montés en puissance les morales et les sagesses personnelles, le cynisme, l'épicurisme, le stoïcisme. Je pense que là, en gros, ce qu'on peut à peu près comprendre dans ce début de partie, c'est qu'en gros, c'est souvent un des arguments qu'on peut nous opposer à nous quand on parle juste de véganisme, c'est ouais, mais bon, tu peux pas faire changer toute la société. Et je pense qu'il a raison, on peut pas faire changer l'entièreté de la société si on parle que de steaks végétaux et d'alternatives végétales. Je pense qu'on peut infuser la politique si on parle de sentience, on parle de spécisme et d'antispécisme, et qu'on le fait à un niveau vraiment politique. Mais je pense que c'est vraiment la suite de l'article. Le point suivant, c'était, donc du coup, soit, donc l'idée sous-jacente derrière ça, c'est soit que toute réforme politique est impossible, soit que la nature humaine est mauvaise ou irréformable. Ne reste plus alors qu'à se rabattre sur une morale de la vertu aristocratique. Souvent, les religions adoptent ce point de vue. La charité chrétienne consiste à soulager la souffrance, la pauvreté, mais pas tellement à lutter contre ses causes. La souffrance est due au péché originel. Elle est donc inhérente à la nature humaine, voire méritée. En outre, dans la morale chrétienne traditionnelle, on ne se préoccupe que secondairement des conséquences, on les laisse à Dieu. Le but de l'éthique est de se comporter vertueusement pour acheter ses péchés. La non-violence hindouiste est aussi un idéal inaccessible. L'accent est mis sur la bienveillance de l'agent, sa compassion, le but étant d'améliorer son karma par la vertu. La souffrance est méritée. On souffre d'autant plus qu'on a un mauvais karma, c'est-à-dire qu'on n'a pas été vertueux dans une vie antérieure. Il n'y a donc pas lieu d'abolir les castes, de traiter mieux les intouchables et de réduire les inégalités sociales, etc. Je la trouve assez importante cette partie-là, parce que vous me dites s'il n'y a pas besoin que je revienne pour essayer de mémoriser, enfin de résumer toutes les parties où je puisse avancer. Mais vraiment là, cette phrase-là, qui ici, ici c'est la charité chrétienne de l'ensemble des religions, consiste à soulager la souffrance, la pauvreté, mais pas tellement à lutter contre ses causes. Et pour travailler un petit peu, là, petite interlude personnelle, pour travailler dans le milieu des ONG depuis maintenant un petit moment, je me rends compte que beaucoup de gens donnent à des ONG super chouettes. Moi, je soutiens par exemple Amnesty International depuis des années, mais beaucoup de gens font un don parce qu'ils ont rencontré quelqu'un dans la rue, un stand d'information, un recruteur de donateurs, bam, ils vont lâcher 60 balles. Et en fait, c'est un peu une manière pour eux de ok, je fais ma bonne action. Je fais ma bonne action, quoi. C'est vraiment cette expression-là. Plutôt que de se dire, attends, mais ok, ma Messi fait ça, mais ok, du coup, derrière mon iPhone, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière mon mode de consommation, qu'est-ce qu'il y a ? Et quel est en fait le modèle de société qui produit les déportations des Ouïghours et puis le fait que des enfants bossent 8 heures par jour dans des usines pour délaver mon jean et construire mon iPhone, quoi. Plutôt, voilà, je trouve que c'est un peu cette espèce de charité chrétienne qui est très occidentale, voilà, pour le coup, l'exemple qui est pris. Mais après, il parle de la non-violence hindouiste, mais c'est vraiment important de parler de ça, effectivement, de faire un peu sa BA, quoi, faire un peu sa bonne action, puis après, je peux passer à autre chose, c'est pas grave. Et c'est vrai, que c'est un petit peu ce que fait cet appel à la vertu, quoi, cette exigence de vertu. Et pour avoir rencontré des gens qui sont véganes, et derrière aussi avec un truc spirituel, ils sont vachement dans ce logiciel-là et ils sont souvent très 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 apolitiques, vraiment. Pour eux, ils parlent pas de la politique, c'est pas intéressant, quoi. Parce qu'ils ont aussi probablement des préconçus, des préjugés sur qu'est-ce que ça peut être la politique, parce que pour eux, c'est vraiment la politique politicienne, avec des carrières d'hommes politiques qu'ils voient dans les médias. Donc je pense que c'est peut-être ça. Je sais pas. On va avancer un petit peu. 1.3.4, les autres opinions sont légitimes. En
Vous voyez qu'il y a une coquille là. Et en utilisant exclusivement l'appel à la vertu, on sous-entend aussi que les choses qu'on critique sont légitimes. Même si on arrive à faire comprendre qu'on les trouve immorales, car tout ce qui est immoral n'est pas illégitime. Par exemple, on peut être en désaccord complet avec un courant politique, considérer qu'au pouvoir, ses représentants prennent des mesures iniques, et néanmoins considérer que ce courant a sa place en démocratie. Qu'il serait mauvais de l'interdire et désastreux d'instaurer un parti unique, aussi bonnes soient ses idées. On peut aussi renoncer à toute exigence de justice par relativisme moral, c'est-à-dire en adhérant à une théorie morale particulière, tout en pensant que les autres systèmes de valeurs sont pareillement illégitimes. Bon là pareil, je suis pas convaincu de cette partie-là. Je suis pas, à titre personnel, vous connaissez probablement mes orientations politiques, je suis pas persuadé que l'existence d'un parti comme le RN ou des Républicains soit une bonne chose dans la démocratie. Même si effectivement je peux tout à fait tolérer l'existence des Verts, du Parti Socialiste, de la France Insoumise, etc. etc. Je partage pas entièrement ce point de vue là, que toutes les opinions soient entièrement légitimes. À voir, à discuter, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va avancer un petit peu et faire la partie 1.4, l'activation de nos intuitions, éthique de la vertu. Il y a une autre coquille. Nous n'avons pas besoin de connaître explicitement l'éthique de la vertu pour penser dans ce cadre. Notre sens moral fonctionne beaucoup à l'intuition. Parmi ces intuitions issues de notre histoire évolutive, certaines relèvent de l'éthique de la vertu. Avant de s'engager dans une coopération avec autrui, il est essentiel d'évaluer sa fiabilité. Pour ce faire, il faut, en se basant sur son comportement passé, se faire une idée du genre de personne qu'il est, quelles sont ses qualités et ses défauts, ses vices et ses vertus. Ainsi, nous pouvons utiliser les concepts raisonnement et catégories de l'éthique de la vertu sans le savoir. Un appel à la vertu active, sans que nous nous en rendions forcément compte, la partie éthique de la vertu de notre sens moral. Là, il y a juste un bas de page qui est important. Il ne faut pas confondre le relativisme moral avec le nihilisme moral qui nie toute valeur de vérité aux propositions morales et même l'existence de propositions morales. Partie numéro 2. Et là, on va rentrer dans le dur. Et c'est important de passer dessus et peut-être qu'on s'arrêtera dessus ce soir. C'est la stratégie de conversion au végétarisme ou au véganisme. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait supprimer végétarisme, juste vraiment parler de véganisme et de stratégie véganiste, au sens large. Donc, il est question ici de la stratégie employée, et non du fait d'être végétarien ou vegan, ce qui, en soi, est une très bonne chose. J'emprunte le terme de conversion à A. Sarukanian, 2013. On peut aussi dire stratégie de la promotion du véganisme ou éducation végane, éventuellement stratégie végétariste ou véganiste. Il s'agit d'une stratégie qui se fonde sur les idées suivantes. Consommer vegan constitue l'essentiel de ce qu'on peut faire pour les animaux. Le meilleur moyen d'affaiblir l'industrie de la viande est d'augmenter le nombre de végétariens et de véganes. S'employer à convaincre les autres de devenir végétariens ou mieux véganes est la méthode la plus efficace pour augmenter le nombre de végétariens et de véganes. Cette stratégie est adoptée par exemple par Gary Francione qui écrit dans un tract « Le véganisme est la forme la plus importante d'activisme politique que l'on peut entreprendre pour les animaux. Et une fois que vous serez devenu vegan, commencez à éduquer votre famille, vos amis et les autres personnes de votre entourage pour les encourager à devenir vegan. Si nous voulons abolir l'exploitation animale, l'existence d'un mouvement vegan est un prérequis nécessaire. Et la création de ce mouvement commence avec la décision de chaque individu. » Voilà, là on tape un peu dans le dur en fait, parce que là pour le coup je suis quand même vraiment d'accord avec cette partie. Et du coup je suis pas du tout d'accord avec les arguments de Gary Francione qui dit que c'est vraiment le nec plus ultra du militantisme que de simplement être vegan. Pour moi a priori le véganisme c'est plutôt quelque chose peut-être à voir avec une certaine forme de neutralité, c'est juste des habitudes de consommation. Derrière, ouais grave dans nos discussions qu'on peut avoir avec nos proches, nos amis, notre famille, on va peut-être réussir à faire à changer des mentalités, évoluer des mœurs, mais politiquement, je trouve... peut-être qu'on la regardera un jour, j'étais passé à la radio-télévision suisse et j'avais dit la phrase qui est que... je déteste m'autociter, mais ça illustre un peu le propos, je trouve que c'est dommage de se décrire uniquement par la manière dont on dépense son argent.
Et que du coup, derrière le véganisme, bien souvent, c'est juste ça. Ça sous-entend plein de morale, plein de valeurs, mais c'est juste des actes de consommation qu'on décrit, quoi. C'est vraiment un mode de vie. Valérie Giroux, qui est éthicienne au CRE, au Centre de recherche en éthique, n'a pas forcément le même point de vue que moi. Et pas le même, enfin je prétends pas avoir la raison. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter aussi de ses propos, puisqu'elle a écrit plusieurs bouquins sur ce sujet et donné aussi des conférences pour l'organisation PEA, pour l'égalité animale. Je pense qu'on aura tout le loisir de regarder tout ça. Mais on va avancer un petit peu. Parce que du coup, pour les auteurs de cette brochure, le véganisme, en tout cas la stratégie du Go Vegan, c'est une stratégie fondée sur l'appel à la vertu. Force est de constater que la promotion du végétarisme et du véganisme repose sur l'appel à la vertu. D'ailleurs, par définition même, l'éducation au véganisme ou autre chose ne cherche pas à changer la chose publique. La loi, les recommandations du PNNS, donc c'est le plan national de nutrition santé, les cours des facs en médecine, mais la chose privée, les gens. Bien sûr, ceux qui privilégient cette approche sont, la plupart du temps, animés par une morale universaliste et souhaitent un changement de société. Le simple fait qu'ils militent le montre. Mais les moyens qu'ils emploient ne sont pas cohérents avec leur vue. C'est pourquoi le végétarisme, et du coup le véganisme, est perçu par le public comme relevant d'une éthique personnelle, de type éthique de la vertu donc, comme étant surérogatoire ou utopique, et la consommation de viande comme malgré tout légitime. En témoigne un certain nombre d'objections qu'on nous adresse. Personne n'est parfait. Ou moi souvent ça m'arrive quand je discute avec des gens qui des fois ont 45, 50, 60 ans, disent ouais, je vais pas changer maintenant, c'est trop dur quoi. Cette objection n'aurait littéralement aucun sens en réponse à une exigence de justice. Elle n'a de sens que pour des actes surérogatoires dans le cadre d'une éthique de la vertu. Chacun choisit sa façon de faire sa PA, sa bonne action. Certains font un chèque aux bonnes œuvres, d'autres font du bénévolat au Resto du Cœur, d'autres sont végétariens. C'est ainsi que la fondatrice de Néoplanète, alors j'ai aucune idée de ce que c'est Néoplanète, j'imagine que c'est un vieux blog anti-spé, vegan, on ira voir peut-être après. C'est ainsi que la fondatrice de Néoplanète présente son végétarisme. La souffrance m'est insupportable. Le végétarisme est ma manière de dire non. On est ce que l'on mange, et la spiritualité, religieuse ou laïque, commence dans l'assiette. Mon mari, mes enfants, mes amis mangent de la viande, et je n'ai jamais tenté de les convaincre, car c'est une décision personnelle, une abnégation que tous ne peuvent accepter. Alors, il y a une note de bas de page, peut-être sur... du coup c'est greenvert.fr 2011. Ok, on ira voir plus tard si nécessaire, mais on va pas s'attarder dessus. Une autre objection c'est « Mais moi aussi, je suis un type bien. Variante de « Je suis pas aussi méchant que ça, de toute façon, je mange pas beaucoup de viande. » L'elfe sur le blog Les questions qu'on pose présente cette objection ainsi. Combien m'ont rebattu les oreilles avec leur bonté, leur gentillesse, leur non-méchanceté, leur amour des animaux ou leur comportement raisonnable, sans jamais douter à quel point je m'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Tout ce que leur démonstration me suggère, c'est que je trouve dommage qu'ils se sentent jugés par mon comportement, ce qui est à des années-lumière de mon objectif. Bien que ce ne soit pas l'objectif, c'est que les gens comprennent ce discours du Go Vegan. Là encore, ces protestations n'auraient aucun sens en réponse à une exigence de justice. Le végétarisme est une sorte de religion, les végétariens forment une secte, ça c'est des choses qu'on entend encore en 2023. Ça c'est important de le dire. En effet, car la morale religieuse est une éthique de la vertu. Et l'appel à la vertu, surtout végétalien, apparaît aux yeux du profane comme une liste d'interdits alimentaires, pour ne pas dire de tabous. Voici par exemple comment un médecin engagé dans la promotion du véganisme présente les choses. Être végétalien, c'est non seulement ne consommer aucune chair animale, donc ne manger ni viande rouge, ni viande blanche, ni poisson, mais aussi aucun produit dérivé d'animaux. Les végétaliens ne mangent ni lait, ni œufs, mais aussi les produits dérivés du lait et des œufs. Par conséquent, les végétaliens ne mangent pas de fromage. En résumé, les végétaliens ne mangent aucune chair animale, les végétaliens aucun produit d'origine animale. Et que de négations et que d'interdits, ça donne pas du tout envie présenté comme ça. Le parallèle avec les interdits religieux saute aux yeux. La citation est de moi. Un juif pratiquant ne consomme aucun produit qui ne soit pas cachère, c'est-à-dire aucun produit qui n'ait pas reçu le cachet officiel des autorités religieuses. Être juif, c'est ne consommer que des mammifères ayant les sabots fourchus, donc
Donc pas de porc, ni de charcuterie à base de porc, pas de lapin, pas de chameau, etc. Les oiseaux ne sont permis à l'exception, à l'exception de 24 espèces impures, élevées, je pense que c'est pour le Lévitique 11, 13, 19, et ça c'est le Deutéronome, je pense. 14, 12 et 18. Ne sont permis que les animaux aquatiques ayant des écailles et des nageoires. Un juif ne consomme donc pas de crustacés, coquillages et autres fruits de mer. Les autres animaux sont interdits. Les produits de la terre sont permis, sauf le fruit d'un arbre de moins de 3 ans. Est autorisé le lait des animaux purs, mais un juif ne mélange pas les laitages et la viande au cours d'un même repas, etc. etc. Donc là, en fait, ouais, il est juste en train de citer beaucoup d'objections, hein, mais cite-tout encore. Les végans se croient supérieurs aux carnivores, les végétariens ont un air tristounet, traduction c'est pas terrible comme programme de développement personnel, chacun son opinion, tu es libre d'être végétarien, alors laisse-moi manger de la viande. Je pense que c'est important là, de juste prendre 15 secondes pour dire que c'est des trucs qu'on entend encore aujourd'hui. Hein. Ce texte il a 11 ans. Et probablement même que dans la libération animale de Peter Singer qui est sorti en 75, il traitait déjà ce genre d'objection quoi. Ça va dans le chat, je vous perds pas. J'espère que je parle pas trop vite. Vous me dites, hein, vraiment, moi je m'adapte. On va juste terminer cette partie. En témoigne aussi la façon dont les végétaristes eux-mêmes présentent le végétarisme comme un mode de vie. Le mode de vie ne relève pas de l'exigence de justice, ni même d'une morale universaliste. Il dépend de la personnalité de chacun. Il procède pour les personnes les plus morales ou philosophes d'une éthique de la vertu, et pour la plupart des gens, d'une simple question de mœurs, d'habitudes personnelles et autres traditions familiales ou sociales. En outre, la littérature promouvant le végétarisme fourmille d'expressions propres à l'éthique de la vertu. C'est un mode de vie sans cruauté, choisir sans cruauté, tous les trucs cruelty free, un mode de vie compatissant, véganisme, c'est la voie de la compassion, etc. etc. Et moi, c'est vrai que je suis pas d'accord non plus avec cette stratégie. Là, je suis plutôt d'accord avec Pierre Sigler pour décrier vraiment cette stratégie du go vegan et de se centrer sur les habitudes personnelles, quoi. Si on considère que quelqu'un qui mange de la viande, c'est quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, on doit sans doute occulter tous les gens qui sont altruistes dans plein d'autres domaines, quoi. Je pense aux gens, typiquement, hein, à nos alliés féministes ou personnes racisées qui luttent pour les causes intra-humaines, mais qui continuent de manger de la viande. C'est pas des mauvaises personnes parce qu'ils mangent des animaux, quoi. C'est à nous vraiment d'adapter notre discours et d'être convaincants que c'est une exigence de justice, que c'est collectif, c'est à l'échelle de la société qu'on doit changer, quoi, et pas juste lutter pour qu'il y ait des alternatives véganes dans tous les restaurants, vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, on va attaquer du coup les présupposés de cette stratégie du go vegan. Je parle ici des présupposés de cette stratégie lorsque celle-ci est mise en œuvre par des personnes animées par une morale universaliste. Quand un végétarien fonde son végétarisme sur une éthique de la vertu, il est tout à fait normal qu'il en appelle à la vertu. Sur tout sujet, les humains ont des convictions et agissent en fonction de ces convictions. Les partisans de l'éducation végane pensent donc qu'il est indispensable de changer le fort intérieur de chacun. Exemple. Mais le véganisme est un mouvement collectif, bien qu'il appartienne à chaque individu d'adopter ce style de vie au terme de réflexions qui doivent lui être propres. Et donc là, c'est toujours sur le blog de l'Elfe qu'on pourra aller consulter après. Le thème de la réflexion personnelle est très présent dans les discours de promotion du végétarisme et du véganisme. Typiquement, il ne se termine pas par une prescription que ce soit une exigence de justice, il faut abolir la viande, nous demandons la fermeture des abattoirs, ou un appel clair à la vertu, vous devez cesser de manger les animaux. On donne des arguments et on laisse la conclusion ouverte, libre à l'interlocuteur d'adopter ou pas la même conclusion que nous. Voici la conclusion de l'argumentaire éthique du site de l'Association végétarienne de France, de l'époque, vraiment là je pense que ça a dû changer. Et quand bien même la souffrance animale serait réduite à une seconde, ce qui n'est pas envisageable dans le cadre de l'élevage intensif, prendre la vie d'un animal alors que ce n'est pas nécessaire est-il un acte juste ? C'est une question à laquelle il existe autant de réponses que de personnes sur Terre. Moi, je suis tellement pas d'accord avec cette citation, quoi. Moi, je suis plutôt partisan, et s'il y a des fanats de philosophie morale dans le chat, dites-le moi, mais pour moi, il y a plutôt des faits moraux, hein. Il y a des choses qui sont vraiment bonnes et des choses qui sont vraiment mauvaises, et c'est pas au gré de l'espace et du temps que ces choses bonnes ou mauvaises vont vraiment varier. À la rigueur, à quels individus ça peut s'appliquer ou pas, mais
Même pas, quoi. La figure de style employée, l'hyperbole affirmant qu'il existe des milliards de conclusions possibles, me semble symptomatique d'une volonté appuyée de ne pas avoir l'air de répondre à la question qu'on a eu l'audace de formuler. C'est une manière imagée de dire « chacun son opinion ». Ouais, là, en vrai, c'est vraiment du relativisme mou. Ah, mais non, mais trop... C'est les mêmes personnes qui vont vous dire « ouais, mais ouais, les extrêmes, c'est pas bien ». Mais les extrêmes par rapport à quoi, sur quel sujet? Et puis non, des fois il y a des extrêmes qui sont bons. On est toutes et tous radicalement extrêmes. Moi je suis extrêmement contre et je suis très radical sur la pédophilie par exemple, ou l'esclavage. Je pense que c'est plutôt une bonne chose d'être contre et de l'être de manière très extrême. Ça évite de laisser la porte ouverte à des choses glissantes et puis à ce relativisme qui laisse... penser que les intérêts des individus sont variables dans l'espace et dans le temps. Enfin bref, on va avancer un petit peu, je me perds, je vais pas faire trop de digressions. Tac, mais donc du coup nous en étions à un autre exemple à propos de l'éducation végane. On ne doit pas dire aux gens de devenir vegan, mais leur suggérer la possibilité. On ne doit pas leur mettre sous le nez des images d'animaux morts sans qu'il les demandé, car qu'on le veuille ou non, c'est une agression et cela tend à les culpabiliser, or ils culpabilisent déjà. C'est une citation pareille sur les questions qu'on pose. Alors là, moi je suis pas forcément d'accord parce que souvent les images violentes ça peut créer de la réactance et du coup en fait fait que ton discours qui soit une exigence de justice ou un appel à la vertu, de toute façon la personne elle est braquée de base parce qu'elle a vu des images violentes ou du coup bien déjà culpabilisantes et du coup elle va juste pas t'écouter. Ça je sais pas. Lui, il écrit « On croit donc nécessaire que les gens se forgent une opinion et agissent en conséquence. Pourtant, quand on demande aux gens pourquoi ils mangent de la viande, beaucoup trouvent la question insolite, car il n'est pas coutume de devoir justifier un choix par défaut. La réponse la plus fréquente est « parce que j'en ai toujours mangé ». Viennent ensuite « parce que ce serait trop compliqué d'être végétarien ». In extenso, l'offre végétarienne dans les magasins et restos est très pauvre. Parce que je n'ai pas envie de me casser la tête, in extenso du coup j'ai depuis l'enfance des routines de mangeur de viande et ça me demanderait des efforts d'en changer, parce que j'aime la viande, etc. etc. Juste le petit bas de page là pour la 17, il est cool, on va le lire. Cette explication par une préférence cache de simples routines acquises dans l'enfance et le poids des tentations carnistes de notre société. Car enfin, la plupart des gens ne mangent pas 100% des choses qu'ils aiment. Ceux qui le font n'aiment pas grand-chose. Par exemple, de nombreux métropolitains aiment la cuisine créole, mais ne mangent des plats créoles qu'une fois tous les 36 du mois. Cela ne leur manque pas plus que cela le reste du temps, car il existe d'autres plats tout aussi bons. Mais du coup, juste pour terminer, aucune conviction personnelle dans ces réponses, seulement le poids des habitudes et la pression sociale. La pression sociale, c'est vraiment un truc qu'il faudra qu'on s'attarde aussi un petit peu dessus. L'idéologie spéciste sous-tend bien sûr ces réponses, mais reste implicite. Prenons l'exemple de l'homophobie. Celle-ci n'a pas reculé en Occident au cours des dernières décennies parce que chacun a en son fort intérieur compris la fausseté du sophisme naturaliste ou la vacuité du concept de crime sans victime, mais parce que l'homophobie a reculé et dans la société tout entière, qu'il est devenu socialement délicat de tenir des propos homophobes et même délictueux depuis 2005 en France. Ça c'est important je pense de rediscuter la notion de consensus scientifique, que ce soit en physique, chimie, maths, mais en philo morale, des consensus sociaux. Ça, c'est vraiment un truc important. Car dans un sujet donné, la plupart des gens n'ont pas ce qu'on appelle un jugement personnel. Ils font ou pensent comme leur entourage. Ils endossent le choix par défaut de leur société ou de leur groupe social. D'autre part, ce n'est pas parce que nous avons une conviction que nous l'appliquons. De façon récurrente, des enquêtes nous informent d'une proportion notable et croissante de la population il y a une petite coquille, que la population condamne le mal qui est fait aux bêtes, alors même qu'elle entérine par son mode de consommation. Donnons 3 exemples français. Un sondage réalisé en novembre 2009, 82% des personnes interrogées pensaient consommer du foie gras au prochain repas de Noël. Un autre sondage effectué ce même mois de novembre indiquait que 63% des sondés estimaient que les oies et canards souffraient du gavage et 44% d'entre eux étaient favorables à l'interdiction du gavage.
En janvier 2000, un sondage a été effectué auprès des consommateurs d'œufs afin d'évaluer la perception des élevages de poules pondeuses en batterie de cage. À une écrasante majorité, plus de 80%, ils se sont déclarés d'accord avec des propositions décrivant ce type d'élevage de façon très négative. À la question « À l'avenir, seriez-vous favorable à interdire l'élevage de poules pondeuses en cage et n'autoriser que l'élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des œufs ?» 86% des sondés ont répondu oui. Enfin, 70% ont jugé très important le critère bien-être des poules dans l'achat d'œufs. Or, à l'époque de ce sondage, 90% des œufs vendus en France provenaient précisément d'élevage en batterie. De même, parmi les partisans de l'agriculture biologique et du commerce équitable, combien évitent complètement les produits conventionnels ? C'est vraiment important, ça, c'est vraiment le truc de recouper des cohortes de population. On le voit typiquement en Suisse. Il faut savoir que par exemple le foie gras est interdit en Suisse à la fabrication, mais il est toujours autorisé à l'importation. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul grand groupe agroalimentaire qui importe le foie gras en Suisse, c'est la Migros, qui apporte le foie gras de France ou quoi. Et vraiment, dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, quand on pose la question aux Suisses, est-ce que vous êtes pour ou contre le foie gras, la plupart des gens vont te répondre, bah non, c'est dégueulasse, franchement. Mais ce produit, il est toujours en vente aux périodes de Noël dans la Migros, et il n'est pas gâché dans les poubelles, il est vraiment acheté. Et du coup, voilà, là, si on prend les pourcentages, 82% des gens en France vont manger du foie gras, alors que 63% et 44% sont en tout cas conscients que ça fait souffrir et que c'est absolument une pratique qui serait même favorable à l'interdire, quoi. Il y avait le même sondage là en bonus avant qu'on enchaîne aux États-Unis. Il y a eu des sondages de gens qui disaient mais est-ce que vous êtes pour ou contre la fermeture des abattoirs ? Et ils avaient, je sais plus combien, mais ils avaient eu un pourcentage assez significatif des gens qui étaient plutôt favorables à interdire les abattoirs. Et alors, les scientifiques qui ont lu ce sondage, ils se sont dit, mais les gens, est-ce qu'ils ont compris que si les abattoirs fermaient, ils n'allaient plus manger de viande ? Et ils ont reposé ils ont refait un sondage en posant la question, est-ce que vous êtes pour ou contre fermer les abattoirs, en sachant que s'ils ferment, vous n'allez plus manger de viande ? Et ils avaient des résultats à peu près similaires. Donc ça montre bien que derrière, en fait... les habitudes alimentaires de vos proches, de nos proches qui continuent de manger de la viande et des produits animaux, c'est souvent par habitude et par pression sociale, et parce que le consensus social aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire évoluer le consensus. Enfin, il faut que le consensus social se calque vraiment au consensus scientifique, que ce soit d'environnement, mais évidemment aussi simplement une position éthique, quoi. Et je pense que c'est vraiment la clé en tout cas de notre combat politique pour ces 30-40 prochaines années, en tout cas en francophonie. Je sais pas ce qui se passe dans le monde anglophone, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais on va avancer un petit peu. Partie 2.2.2, postulat. Les gens agissent sur la base de croyances individuelles. Je crois que ça va un peu redire ce qu'on vient de dire. Dans certains cas, il est vrai, nous agissons sur la base de nos croyances. Je pense qu'il pleut, donc je prends un parapluie. Dans d'autres cas, nous adoptons des croyances en accord avec nos actes. Le cas de la viande relève typiquement de la seconde catégorie. Nous mangeons d'abord de la viande, et c'est ensuite que, éventuellement, nous nous faisons une idée sur la question. C'est le choix par défaut, quoi. On peut même agir sans vraiment être motivé par des croyances particulières de manière routinière, machinale. C'est le cas en partie du moins pour la viande. Les gens en mangent parce que tout le monde en mange autour d'eux et parce qu'ils en ont toujours mangé. Autrement dit, chacun fait X parce que tout le monde, soit compris, fait X. Corollaire, la plupart des mangeurs de viande sont partisans des abattoirs. La stratégie de la conversion repose sur l'hypothèse, corollaire de la précédente, que presque tout mangeur de viande est un partisan de l'élevage et des abattoirs, soit parce qu'il est un fiefé spéciste, soit parce qu'il refuse de s'informer pour ne pas être dégoûté de produits animaux. Dans cette optique, convaincre le grand public revient à rendre le grand public végétarien ou mieux encore vegan. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, Dan Kudahi écrit: comme le reconnaît clairement et explicitement le professeur Francione dans Rain Without Thunder, les 5 critères définissant une réforme dite abolitionniste limitent les réformes des pratiques industrielles à des changements tellement dévastateurs pour l'industrie, par exemple résultant en l'élimination de quelque chose d'essentiel, du genre tuer des animaux pour la nourriture, que de tels changements n'auraient aucune chance d'être acceptés dans notre société spéciste actuelle. Seule une société avec une population végane, politiquement viable, accepterait des changements aussi révolutionnaires.
Je crois que ça reprend un petit peu cette idée qui est pas valide, je crois, d'un point de vue factuel de il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui ait telle idée pour qu'il y ait un shift, un tipping point. Je sais pas ce que ça vaut, ça. On va juste poursuivre. Drôle d'argument. En quoi convaincre la population de devenir végane serait plus facile que de la convaincre par exemple que la viande doit être abolie ou qu'en principe le boycott des produits de l'élevage et de l'abattage est quelque chose de juste. Ceci n'a de sens que si on postule que tout mangeur de viande est un partisan des abattoirs et que symétriquement tout opposant aux abattoirs est vegan. Les enquêtes disponibles montrent pourtant le contraire. Je crois que en fait ça va parler de ce dont on parlait tout à l'heure. Voici 2 exemples. Une étude menée par Casès-Villette en 2004 sur le rapport du consommateur français à la viande révélait que 14% des viandes interrogées répondent qu'elles sont en désaccord avec l'affirmation « il est normal que les humains élèvent des animaux pour leur viande ». 39% désapprouvent l'idée que l'on puisse tuer un animal par la pêche, 58,8% désapprouvent l'idée que l'on puisse tuer un animal par la chasse. Or, en France, seul 1,2% des répondants étaient végétariens. Une enquête menée aux États-Unis montre qu'en 2011, à la phrase « Si les animaux de ferme sont traités décemment et humainement, je n'ai pas de problème à consommer la viande, du lait et des œufs », 51% des Américains expriment un fort niveau d'accord avec cette affirmation, 42% un niveau modéré, 7% un niveau faible. Ceux qui sont fortement d'accord étaient 63 en 2007, 54 en 2010. Donc on voit un recul de gens en accord avec cette affirmation. Corollaire, il faut convertir un certain nombre de personnes au végétarisme avant de pouvoir lancer un débat public sur l'abolition de la viande. Ouais, c'est exactement ce que je disais là précédemment. Je vais juste boire un coup. C'est effectivement logique du coup, si on pense que les gens agissent en conformité avec leurs convictions et que donc la plupart des mangeurs de viande sont pour les abattoirs et qu'ils ne peuvent changer d'avis qu'à la suite d'une réflexion personnelle et approfondie. Illustration, tu penses que c'est possible d'abolir la viande tant que 98% des gens en mangent. Encore une fois, si 98% des gens fumaient et pensaient que c'est tout à fait normal d'en fumer son entourage, il aurait été tout bonnement impossible de promulguer une loi anti-tabac dans les lieux publics. On ne peut pas faire des lois comme ça sans changer les mentalités. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec une loi pour la promulguer, mais penser que 2% des végétariens vont abolir la viande, c'est tout simplement du fantasme. Ça, pareil, c'est sur le blog de Les questions qu'on pose. Ce commentaire suppose aussi autre chose, que l'appel à la vertu est plus efficace que l'exigence de justice pour décider quelqu'un à devenir végétarien. Or, je pense le contraire, étant donné les sous-entendus de l'appel à la vertu de la première partie. Il est difficile d'extrapoler à partir d'un exemple, mais le cas de l'Inde, où plus d'un tiers de la population est végétarienne, ne semble pas confirmer l'idée qu'une large population végétarienne favorise ou engendre mécaniquement l'éclosion d'un débat public sur la légitimité de la viande. Conception sociologique individualiste. Étant donné que l'augmentation du nombre de végétariens entraîne une diminution de la demande de produits animaux et corrélativement une diminution de l'offre, l'augmentation du nombre de végétariens est perçue comme l'arme la plus efficace pour affaiblir l'industrie de la viande. Le seul moteur du pouvoir politique et économique quasi absolu que l'industrie de l'élevage et de la viande a sur les animaux sont les consommateurs, individuellement ou collectivement, qui cautionnent, demandent, financent et sont en dernière instance responsables de l'existence de l'industrie de la viande et de sa toute-puissance. Cette idée me semble découler de présupposés sociologiquement réducteurs. Le premier, c'est tous les individus sont socialement égaux. Or, ce n'est manifestement pas le cas. Certaines personnes font plus autorité que d'autres dans tel ou tel domaine. Le président du plan national nutrition santé, le directeur de la centrale d'achat de Monoprix ou les journalistes ont un pouvoir d'influence bien plus grand qu'un passant dans la rue. C'est la demande qui détermine l'offre. Certes, mais l'inverse est tout aussi vrai. Je ne fais pas simplement allusion à la publicité. De nombreux travaux d'économie comportementale montrent que l'offre disponible influence grandement les désirs des consommateurs. La simple disposition des plats sur un buffet modifie les choix des clients. Les gens mangent de la viande parce que c'est l'option par défaut, parce qu'on en trouve partout. Cette partie elle est importante et je sais pas si je suis encore... J'étais d'accord quand je l'avais lu la première fois, je sais pas si je serai encore d'accord aujourd'hui. Mais là, ce paragraphe, il me paraît important. L'exemple de la législation australienne concernant les armes à feu illustre l'influence que l'offre peut avoir sur la demande. Le lobby des armes à feu affirme que les décès par arme à feu ne sont pas dus aux armes à feu, mais à la volonté de tuer qu'ont certains individus.
ceux dont la volonté de tuer est si forte qu'ils passent à l'acte. Ceux dont la volonté de tuer est si forte qu'ils passent à l'acte n'auraient pas de peine à acheter des armes sur le marché noir ou à utiliser d'autres armes. Par conséquent, des lois limitant la détention des armes à feu non seulement n'empêcheraient pas les meurtres, mais priveraient les victimes potentielles d'un moyen de dissuader leurs agresseurs ou de se défendre en cas d'agression entraînant une augmentation des homicides. Or, d'après les réformes de 96, donc une restriction drastique des ventes et programmes des rachats des armes en circulation, les tueries par arme à feu ont cessé. Les homicides par arme à feu ont diminué à un rythme 2 fois plus important qu'avant la réforme. En seulement 10 ans, le taux d'homicide par arme à feu a diminué de 60% et celui du suicide par arme à feu de 65%. Le taux de suicide en général est passé de 23,6 à 14,9 pour 1000 habitants, celui d'homicide en général de 1,9 à 1,3. Il n'y a pas eu d'effet de substitution en faveur des armes blanches par exemple, statistiquement détectable. Il semble donc bien que la disponibilité des armes à feu augmente le désir de s'en servir. Ça c'est vraiment important, hein. En fait je crois que je suis toujours d'accord avec cette partie du coup. C'est l'acheteur final qui détermine la demande. C'est loin d'être aussi simple. Il est également vrai que les gens achètent ce qu'on leur propose en rayon. Rappelons que 4 Français sur 5 affirment être contre l'élevage des poules pondeuses en batterie, mais que 4 Français sur 5 achètent des œufs issus de ce type d'élevage simplement parce qu'ils font leurs courses sans faire attention ou parce qu'ils se laissent tenter par le prix ou parce qu'il n'y a plus d'œufs plein air en rayon. D'autre part, quasiment la moitié des œufs consommés le sont indirectement via l'achat de plats préparés, de pâtisseries, de biscuits dans les restaurants, les hôtels et les cantines. Ça c'est important, hein, c'est vraiment... c'est pour un peu casser le mythe sans doute aussi du consommateur. Ce mythe un peu du consommateur qu'on va faire changer les choses parce qu'il y a des alternatives véganes. Je pense que dans certains cas c'est louable et c'est défendable, mais je pense que c'est important d'être critique avec cette manière de voir qu'on pourrait régler tous les problèmes du monde en fonction de nos actes un peu de boycott ou de boycott. La partie là, c'est ceux qui sont sensibles à la cause animale, mais qui mangent tout de même des animaux, le font à cause de blocages psychologiques. Ouais, je suis pas du tout d'accord avec ça, quoi. Bizarrement, cette idée peut coexister avec l'idée que le spécisme est omniprésent. C'est notable chez les Frantioniens, donc c'est ceux qui aiment bien Gary Francione, qui est un peu le teneur de la stratégie du go vegan. Ils disent que 99% des gens sont partisans de l'exploitation, sont imprégnés de spécisme jusqu'à la moelle, et en même temps que le nombre d'entre eux sont néanmoins mal à l'aise avec l'exploitation. C'est pourquoi Francione affirme à qui veut l'entendre: si vous êtes d'accord avec l'affirmation « il est mal d'infliger des souffrances inutiles à l'animal, donnez-moi 15 minutes et je vous rendrai vegan ». Moi j'ai essayé de discuter plus de 15 minutes avec plein de gens, ça n'a pas forcément marché, hein. Donc il convient de contourner ces blocages par divers procédés, édulcorer le message, mettre en avant des arguments indirects, avoir une approche marketing et psychologique du problème. Ce sont ces procédés que nous allons examiner. Partie numéro 3, la conséquence de la stratégie de réduction de la demande par l'éducation du consommateur. Bon, ça c'est pas forcément con, mais ouais, je trouve que c'est important dans cette partie d'en placer les limites, et il me semble à l'époque, pour l'avoir lu, que Pierre Sigler le fait pas trop mal dans cette partie. Donc de ces présupposés découlent plusieurs conséquences sur les comportements et réflexions des militants. 3 points, la méthode dite du témoin de Jéhovah, consistant à aborder chaque personne individuellement pour la convertir petit à petit. C'est partir de l'idée que les mangeurs de viande le sont par conviction, et c'est faire l'impasse sur les déterminants sociaux de la consommation de viande. La méthode témoin de Jéhovah a une conséquence curieuse. En réponse au blocage du passant moyen, les éducateurs véganes édulcorent leur message par divers moyens. Les arguments indirects, mais aussi ne pas appeler un chat, ne pas dire que tuer les animaux est immoral, ne pas parler de meurtre. L'ennui, c'est qu'à trop vouloir rendre le message acceptable aux oreilles de gens qui de toute façon ne deviendront d'eux-mêmes pas végétariens ou alors de vagues flexitariens du dimanche, on s'aliène les gens sensibles à la question animale. Car enfin, et même dans le cadre de l'appel à la vertu, les prochaines cohortes de végétariens ne viendront pas d'aficionados chasseurs-bouchers, mais des 14% de personnes mal à l'aise avec le meurtre d'animaux. Quitte à faire la promotion du végétarisme, il semblerait plus opportun de les cibler et d'ignorer les cris et moqueries des 86% autres. Alors là, ces chiffres-là, c'est... ceci me semble... Alors, il cite pas les chiffres, j'aimerais bien voir d'où il repique ces chiffres-là.
mais là il dit « Ceci me semble être une conséquence que de l'habitude qu'ont beaucoup de végétariens de parler à des murs, que ce soit pour des raisons indépendantes de leur volonté, les discussions avec l'entourage, les collègues, les autres relations, ou à cause de certaines pratiques militantes. » Bon, après, il ne faut pas non plus nier la pression sociale qui fait que des fois, on a peur d'aborder certains sujets, et aussi le manque d'éducation de certaines militantes et militants qui peuvent parler très très mal en fait de la cause qu'ils défendent parce que ils ont vu des images, ils ont envie de changer le monde, et il y a un cube d'Anonymous sur The Wishlist dans leur ville, et puis ils vont y aller, et puis ils vont raconter n'importe quoi aux gens. Je pense que c'est aussi important de ne pas minimiser le travail, le manque en fait de formation de certaines associations. Pour moi, vraiment, le travail premier des assos, c'est de former leurs militants, et je trouve que ce travail est mal fait, et c'est pour ça que du coup, j'ai fait en partie cette chaîne, du coup. Je rebois juste un coup. Partie 3.2, la place du marketing. La chair est faible. Les éthiciens de la vertu et les universalistes qui ont la mauvaise idée de fonder leur message sur l'appel à la vertu sont confrontés à un constat amer. Les humains ne sont pas à la hauteur de la morale qu'ils ont conçue pour eux. En l'occurrence, les véganes ne courent pas les rues. Il leur faut donc mettre en place quelques incitations égoïstes. Les religions promettent le salut ou une réincarnation en brahman, les promoteurs de l'agriculture biologique une protection contre le cancer, les éducateurs végétaristes une bonne érection et des artères propres. C'est ainsi que PETA a lancé plusieurs campagnes sur le thème Vegetarians of Better Sex, traduit par PETA France, les végétariens sont de meilleurs amants, avec comme média des clips mêlant femmes dénudées et légumes verts ou des actions de rue centrées sur des couples dénudés toujours s'embrassant. Ça c'est vraiment là vraiment la stratégie de PETA là-dessus, malheureusement elle n'a pas des masses changé. Et vous aviez eu, je sais plus comment il s'appelle, ce documentaire là fait par James Cameron à propos de sportifs véganes qui seraient au top du top. C'est vraiment c'est du cherry picking. Là pour le coup, je sais plus comment ça s'appelait parce qu'on avait eu Cowspiracy, What the Health qui était du grand n'importe quoi. On y viendra un soir, on parlera de Cowspiracy, de What the Health. Mais il y avait eu ce documentaire fait par James Cameron en 2020, 2021, je sais plus. S'il y a quelqu'un a le nom, vous mettez dans le chat. Et c'est vraiment cet argument-là, quoi, vraiment marketing, clairement, quoi. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient véganes parce qu'ils pensaient que c'était vraiment une manière de gagner des points de karma, quoi. Alors que moi, c'est pas du tout... Ah, voilà, Game Changers. Merci beaucoup, Singe Moisi. C'est exactement le nom du documentaire dont je voulais parler, c'est Game Changers. Je sais, moi, je l'avais vaguement vu. Il se trouve que les faits scientifiques avancés étaient quand même pas mal, mais derrière c'était vraiment du marketing à l'américaine, et vraiment du cherry picking, de parler des érections nocturnes des sportifs de haut niveau. Enfin, moi j'avais pas du tout apprécié ce reportage, enfin ce documentaire. Mais donc du coup on va avancer un petit peu sur les arguments directs. La vigueur sexuelle n'est qu'un argument... En vrai je sais pas si j'ai le droit sur Twitch de dire ces mots-là, je vais peut-être me faire ban. J'en sais rien. Mais du coup, n'est qu'un argument indirect parmi d'autres. On appelle argument indirect les arguments autres que les arguments éthiques. L'idée est que, puisqu'il s'agit d'augmenter le nombre de consommateurs végétariens, tous les arguments sont bons. Or, les arguments indirects ont un défaut majeur. Ils ne sont pas contraignants, c'est-à-dire qu'ils n'impliquent pas d'arrêter complètement de manger des animaux, encore moins des produits animaux, et encore moins de faire fermer les abattoirs et de démanteler l'industrie de la viande. Car enfin, ce n'est pas une proportion de poulets fermiers par semaine et une tranche de jambon bio qui vont rendre quelqu'un malade ou détruire la planète, ni un peu de parmesan dans les spaghettis, ni un pavé de saumon de temps en temps. Et d'ailleurs, être en bonne santé ou progresser spirituellement relève du choix personnel, pas de l'obligation morale. Du coup, mis sur le même plan que les arguments éthiques, les arguments indirects aggravent l'impression que le végétarisme est surérogatoire. Il s'ensuit que les végétariens qui, croyant être plus consensuels, mettent en avant des arguments indirects, passent paradoxalement pour des extrémistes, puisqu'à la suite d'arguments impliquant qu'il est bon de réduire sa consommation de chair animale, ils l'éliminent complètement. Certains poussent même leur jusqu'au boutisme au véganisme. Troisièmement, les arguments indirects brouillent quelque peu le message général, comme le constat d'un dirigeant de l'AVF, l'Association végétarienne française. Alors il est possible aussi que cette conjugaison de réflexion, de raison, en fait, fasse qu'une partie des gens soit un petit peu perdus et ne sachent plus très bien dans quelle direction ils doivent aller, quels arguments ils doivent accepter, quels arguments ils doivent mettre de côté pour peut-être un peu plus tard.
Juste pour revenir sur cette partie, il y a vraiment quelque chose qui moi m'avait frappé quand j'étais vraiment plus actif dans la rue. Moi j'ai rencontré des militants véganes qui me disaient que ils s'en foutaient de mentir. Si ça faisait changer d'avis quelqu'un, ils s'en foutaient de leur raconter des cracks, de grossir les chiffres, de grossir les traits. Même si quelqu'un était vraiment fondamentalement en face raciste ou sexiste, de pas aller contre ça, parce que justement, cette personne elle allait peut-être aller dans le bon sens, quoi. Et peut-être après, elle allait venir nous rejoindre et militer et grossir les rangs. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me donnait de l'urticaire, et j'espère vous aussi. Mais c'est vraiment le truc, ces arguments indirects, quoi. De faire feu de tout bois, quitte à cramer n'importe quoi pour que quelqu'un quelqu'un nous donne raison, quoi. Alors que je pense qu'on a des arguments qui sont tellement massus, qui ont été répétés en première partie, c'est le nombre d'individus sentients massacrés, c'est l'ampleur et la nature même de l'exploitation animale qui est profondément injuste. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Et je trouve que cette partie-là vraiment l'explique plutôt bien. Et donc du coup, partie 3.2.3, seulement proposé. Un militant qui parviendrait à surmonter les sous-entendus de l'appel à la vertu, c'est-à-dire qui parviendrait à faire comprendre que son appel à la vertu n'est ni surérogatoire ni utopique et que l'alternative manger des animaux n'est pas légitime mais criminelle, paraîtrait fondamentalement agressif. En effet, comme l'appel à la vertu part du principe que le mal vient du cœur de gens, son discours impliquerait que les gens sont des salauds, alors que l'exigence de justice prend la société à partie et non les individus en particulier. Typiquement, moi c'est mon cas, moi j'ai mangé des produits animaux, j'ai mangé le corps d'individus sentients pendant les 20 premières années de ma vie, j'avais même tous les mauvais arguments avant de devenir vraiment même végétarien, je les avais tous, les mauvais trucs. Si je me regarde moi dans le passé, je me considère pas comme un salaud, plutôt comme quelqu'un qui avait juste pas conscience de ce qu'il faisait et qui avait des biais sociaux qui l'induisaient à faire n'importe quoi ou faire quelque chose qui était indéfendable. Mais je pense que c'est important ça. Il y a aussi beaucoup de militantes et de militants qui, je trouve, des fois se détestent dans leur rapport. Oui, c'est sûr que, entendez-moi bien, si j'avais pu brancher les câbles dans ma tête plus tôt, je regrette de l'avoir fait si tard. Mais je me déteste pas moi, ma personne dans mon passé pour autant, quoi. Parce que là du coup c'est ce qu'il dit, pour éviter cet écueil, les éducateurs végétaristes évitent à toute force d'avoir l'air d'imposer quoi que ce soit, de paraître forcer la main à qui que ce soit. Ils affirment qu'ils ne font que proposer un mode de vie. Je ne te force pas, je te montre juste que c'est possible et seulement si tu en as envie. Exemple déjà cité, on ne doit pas dire aux gens de devenir vegan, mais leur suggérer la possibilité. On ne doit pas leur mettre sous le nez d'images d'animaux morts sans qu'ils l'aient demandé, car qu'on le veuille ou non, c'est une agression et cela tend à la culpabiliser, or ils culpabilisent déjà. Cela ne fait que renforcer à mon sens l'aspect surérogatoire du végétarisme et du véganisme aux yeux du public. Ouais, alors là attention, moi on peut nuancer à mon avis un peu cette partie-là, parce que encore une fois, montrer des images, je sais pas, à des collègues de boulot ou à des familles, dans un dîner de famille, a priori ça va juste créer de la réactance, vraiment de la distance avec la personne, et puis ça rend de toute manière pas le discours audible qu'on soit de l'éthique de la vertu ou de l'exigence de justice. Mais vraiment, là vraiment ce discours-là qui est mis entre parenthèses, c'est t'inquiète, c'est la possibilité, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours entendu, que même moi j'ai dit. Mais je pense que c'est important de vraiment préférer de parler, pas d'habitude alimentaire, mais parler de la réalité de ce qui se passe dans les abattoirs, quoi. Sans montrer d'image, mais dire mais oui, mais en fait l'exploitation animale c'est une question de société. En Suisse, le pays dans lequel je bosse et je passe du temps avec mes collègues, on tue par an 80 millions d'animaux terrestres, c'est juste les animaux terrestres. Est-ce que tu trouves ça normal? Oui, non. Et en fait c'est comme ça que moi je peux avoir des bonnes discussions et c'est comme ça que des personnes vont changer leurs habitudes et en tout cas après changent leur regard et adoptent aussi des actions qui vont se retranscrire dans les choix politiques d'un pays, comme la Suisse, je vous rappelle, qui vote pas une fois tous les 5 ans, et ils sont jamais contents, ils votent 4 fois par an pour interdire l'élevage intensif, pour des trucs des fois réformistes, mais qui font avancer aussi le schmilblick, parce que c'est une vision politique globale, et plus intéressante en tout cas, malheureusement, que ce qu'on peut aussi avoir en France. Être des représentants. Partie 3.2.4.
La littérature végétariste explique aux militants qu'ils sont les représentants des végétariens auprès du public, et qu'en conséquence, ils doivent donner envie. Être jeune et beau, si possible, en bonne santé, sportif et musclé, avoir le sourire, les dents blanches, être sympathique. Certains sont de bon sens, les autres sont bons pour des représentants de commerce, pas des militants. Dans cette optique, on explique à qui veut l'entendre que les végétariens ont un QI supérieur à la population générale et qu'ils ont parmi eux un certain nombre de célébrités glamour. Ils sont célèbres avec des photos, ils sont beaux, intelligents. Einstein il était végétarien et tout, ils sont sportifs. Symétriquement, il est convenu de se démarquer de personnages controversés à tort ou à raison comme Peter Singer ou Brigitte Bardot au motif qu'ils déparent le mouvement animaliste dans son ensemble. En somme, les associations végétariennes ressemblent plus à des clubs-services qu'à des mouvements politiques et des ONG. Alors oui, je suis assez d'accord avec cette partie, sauf que je tiens à noter et à rappeler dans le chat que Brigitte Bardot, c'est pas du tout une partisane, ne serait-ce même du végétarisme, c'est une anti-végane primaire, elle parle absolument jamais de spécisme, donc moi je me désolidarise complètement de Brigitte Bardot, qui est pour moi juste un étendard à attiser de la haine sur la notion de l'abattage rituel. Et je pense qu'un jour on aura une discussion là-dessus dans mon live un lundi, parce que en Suisse l'abattage rituel est interdit. Spoiler alerte, les abattoirs existent toujours. Donc ce serait assez intéressant de discuter un petit peu de ça d'un point de vue historique et tout. Mais dans tout cas, hein, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment l'idée de on est des représentants, des porte-étendards et on doit être parfait. C'est beaucoup de militantes et militants tombent dans cette pureté végane qui est infiniment problématique, hein, parce que, spoiler alerte, hein, dans la cause animale, il y a des harceleurs, il y a malheureusement des racistes, il y a plein de choses. Moi, de ce que je vois, il y a vraiment de tout, même si globalement, dès qu'on parle de spécisme, de sentientisme, on est plutôt quand même à gauche, mais la cause animale ou le végétarisme de manière générale, il y a vraiment, il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire, quoi. 3.3, la focalisation sur des causes psychologiques. Comme les éducateurs végétaristes travaillent à l'échelon individuel, alors je pense que éducateur végétariste, on pourrait peut-être le renommer en, je sais pas, les militants actifs ou proactifs dans la vertu, quoi, le go vegan, quoi. Donc là, travaillent à l'échelon individuel, ils ont tendance à se focaliser sur les causes psychologiques de la consommation de viande. Pourquoi cette personne-là, que j'ai en face de moi, refuse de devenir végétarienne? Comment la rassurer, la convaincre, lever ses blocages? Comment faire pour qu'elle ne se sente pas agressée? Comment lui prouver que les plats végétariens sont savoureux? D'où les séances de dégustation, les ateliers de cuisine et autres manifestations conviviales. Bon, ça c'est pas à exclure, hein, les mouvements conviviaux, c'est important, surtout pour les militants. Hein. Mais je passe. Se focaliser sur les causes psychologiques, c'est négliger les causes sociales déterminant la consommation de viande et de produits animaux en général, notamment législation, subventions à l'élevage, aliments disponibles dans le commerce, menus des restaurants environnants, plats disponibles à la cantine, végéphobie, propagande, intense des lobbies de l'élevage et de la pêche, pression familiale, pression du corps médical, diffusion du spécisme par les institutions aux enfants, des livres d'animaux à la crèche jusqu'aux cours de philosophie en terminale, en passant par les leçons de nutrition en classe de 5e. On fait souvent le parallèle entre le carnisme et le patriarcat. Or, il est remarquable que, pour les concepteurs et diffuseurs, le concept de patriarcat relève de la sociologie et le concept de carnisme de la psychologie. Alors là, moi je suis pas du tout renseigné sur ce sujet-là. La notion de carnisme, moi c'est quelque chose qui est très flou parce que c'est une militante américaine qui avait développé vraiment la notion de carnisme. Je suis pas spécialisé là-dessus. Donc je suis pas persuadé que le concept de carnisme relève purement de la psychologie. Il me semble que dans le... je plisse les yeux tellement je recherche, mais il me semble que quand on lit la politique sexuelle de la viande qui parle de carnisme, c'est aussi socio. Donc là je suis pas d'accord forcément avec cette partie-là. Ou en tout cas elle a probablement mal vieilli. Hein. Je vous rappelle qu'on lit un texte qui a 11 ans d'âge et qu'à l'époque... il y a 11 ans, vous étiez où? Moi, en tout cas, il y a 11 ans, j'étais encore à bouffer du sauciflard Justin Bridou quand je rentrais de l'école, quoi. Mais c'est quand même clair que, du coup, on passe beaucoup de temps à essayer de parler de psychologisation de certains profils.
Maintenant, d'où les séances de dégustation, les ateliers de cuisine et autres manifestations conviviales. Je sais pas. Pour moi, les moments conviviaux, ce que j'ai dit, c'est vraiment des moments qui sont importants pour les militants eux-mêmes. En tout cas, moi, des fois, j'allais à des manifs juste parce que je savais qu'après, il y avait des moments conviviaux et que j'allais passer du temps avec des militantes et des militants avec qui mon logiciel politique, intellectuel était à peu près le même, quoi. Tac. Je vais skipper là cette partie-là parce que je suis pas convaincu. De la même façon, alors que le mouvement de libération animale existe depuis une quarantaine d'années, la notion de végéphobie, un frein social au végétarisme, n'a été développée que récemment. D'ailleurs, elle est un peu tombée aux oubliettes, cette notion de végéphobie. Moi, je la vois plus. On parle plus vraiment de pression sociale. Mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, où il n'y avait pas Internet, les végétariens, des fois entre eux, ils subissaient vraiment des violences, des pressions familiales, interfamiliales, dans le cadre du travail aussi. Et les seules manières des fois qu'ils avaient d'échanger, c'était des lettres. Il y a une vidéo, une conférence là-dessus, dans la Veggie Pride. Il y a William Pilate, il y a Yves Benardel qui parle de ça. Je suis pas un spécialiste là-dessus, on aura l'occasion de voir ces vidéos-là plus tard. Mais donc du coup, de nombreux végétariens affirment qu'être végétarien est facile et que les mangeurs de viande ne se rendent pas compte à quel point c'est facile, après une période d'adaptation, d'acquisition de connaissances diététiques et culinaires. Je crois au contraire que les mangeurs de viande se rendent très bien compte des difficultés sociales qu'entraîne le végétarisme et que ces difficultés les rebutent. La plupart des gens pâlissent à la seule idée de devoir argumenter en public, de devoir faire face à l'opposition, voire à l'hostilité d'un groupe entier de personnes. Beaucoup de gens sont inconsistants et ne sont pas capables de résister à la tentation d'un mets carné, lesquels sont omniprésents dans notre société. Beaucoup ne connaissant aucun végétarien dans leur entourage et ont peur de l'isolement. Bref, comme le dit Martin Baluch, les humains sont plus des animaux sociaux que des animaux rationnels. Et ça, c'est vrai, Ça, pour l'avoir vécu quand on est à un repas de boîte et que du coup tu dis non mais moi c'est vegan, franchement maintenant j'ai aucun problème à le faire et je prends sur moi et c'est maintenant mes collègues, tout le monde sait que du coup j'ai une alimentation végane et que du coup si on fait un resto de boîte, vous me trouvez un resto dans lequel il y a une option végane, mais il faut admettre qu'il y a encore 5-6 ans c'était pas possible et je pense qu'il y a encore beaucoup de boîtes en France en tout cas, peut-être je sais pas, ou dans des peut-être milieux ruraux, mais là c'est un peu des préjugés, c'est compliqué. Moi je me rappelle très bien dans des discussions de famille, à des repas de Noël, je dis non mais moi je suis juste végé, alors que j'étais dans ma tête déjà vegan et je voulais juste dire non mais je suis végé, et mon cousin me dit ouais mais moi j'aime trop la viande, je serais capable de manger mon chien, et il y a toute la tablée, t'as 18 personnes qui te regardent, toi t'as rien demandé, tu retrouves à te faire un exposé un dimanche midi alors qu'il y a la moitié de la tablée qui est déjà bourrée. Donc ouais non clairement la pression sociale, familiale, je pense que c'est vraiment ce qui recoupe derrière le terme de végéphobie, c'est clairement quelque chose qu'il faut pas négliger, et il faut d'autant plus du coup faire attention à nous et cultiver la bienveillance entre nous militants, avoir des endroits sur lesquels on peut s'exprimer, typiquement les moments conviviaux après certaines manifs. Moi je sais qu'il y avait des Cube of Truth de Anonymous où j'y allais juste parce que derrière je savais qu'on allait se boire un café, on allait se boire une bière, se manger un burger, puis on allait être ensemble, quoi. Enfin, clairement, quoi. Partie 3.4, la focalisation sur le comportement. Un autre effet pervers de la stratégie de la conversion est que dans les médias, on présente ceux qui s'opposent à l'exploitation des animaux comme des véganes, et non comme des antispécistes, sensibilistes, sentientistes, militants pour le droit des animaux, égalitaristes, opposant à telle ou telle pratique. L'accent est mis sur leur comportement plutôt que sur leurs idées. S'ensuit d'interminables listes d'interdits, y compris les plus bizarres, en lieu et place d'arguments moraux. En 2003, Libération a consacré un article à la 3e Veggie Pride. Environ 70% de l'article est consacré aux difficultés de la consommation végane, dépeintes comme un calvaire obsessionnel, mais surtout à d'interminables listes de produits autorisés et défendus, jusqu'au plus infime additif des préservatifs en latex. L'ambiguïté autour du lait maternel illustre le fait que le public retient du véganisme plus une liste d'interdits qu'une position morale. D'aucuns se demandent si les véganes sont contre l'allaitement au lait maternel humain. Idée tout à fait saugrenue, mais indiquant qu'ils ont retenu les véganes ne consomment pas de lait ou les véganes ne consomment aucun produit d'origine animale, plutôt que les véganes sont des personnes contre le meurtre, le mode d'élevage des vaches laitières et leur réforme plutôt, dès que leur productivité baisse. Ça c'est vraiment important, parce que ça on le revoit encore aujourd'hui. Moi
L'année dernière, j'ai été invité par un petit média dans la ville de Fribourg, là en Suisse, pour parler du mois vegan. Le mois de janvier, c'était le mois vegan, et ils m'ont posé que des questions de bouffe. Et j'essayais à chaque fois de recontextualiser derrière les habitudes alimentaires que derrière c'était un combat politique. Et ça a pas trop plu à la journaliste parce qu'elle a bien cut. Bon, c'était son boulot aussi, mais en vrai, non, ça va. La vidéo est cool, mais on la regardera aussi un jour. On fera un let's play, enfin pas un let's play, mais un react des endroits où je suis passé, dont une vidéo dont je suis plutôt fier. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Partie 3.5, la réduction à l'homo economicus. Cette réduction consiste à ne voir en un humain qu'un consommateur et non pas un citoyen. Beaucoup d'émissions abordent la question animale sous le seul angle végétariste. L'émission Le choix de la rédaction sur France Culture en 2013. Du coup, il n'est pas sorti en 2012, j'ai dit une connerie, il a dû sortir en 2015 ce texte. Portait sur l'abolition de la viande. En fait, durant les 5 minutes de l'émission, il n'est que très peu question de cette revendication politique réduite à l'abolition des seuls élevages intensifs et des arguments qui la justifient, réduit à l'élevage industriel et mauvais pour l'environnement et cruel pour les animaux. L'essentiel de l'émission porte sur la typologie, le critère de consommation des militants les plus modérés, les semi-végétariens, les végétariens, aux plus radicaux, les véganes. L'ouverture d'un restaurant à Paris par une cuisinière qui met en avant la santé, l'environnement, l'attitude des parents d'une cliente quand elle a fait son coming out végétarien, les moqueries de son entourage, la faible offre de produits et repas sans viande en France, l'évolution des mentalités. Conclusion, les mentalités doivent encore évoluer pour accepter ces régimes. Bref, une émission plus axée tendance conso que débat de société. Cela n'est pas un problème en soi, il est évidemment légitime et intéressant de parler des tendances de consommation, mais c'est un problème dans la mesure où l'émission était censée porter sur l'abolition de la viande. Cette revendication semble avoir été perçue comme un simple appel au végétarisme. D'ailleurs, il y a Ekat qui dit dans le chat CF la merguez vegan de l'UMA, il y a beaucoup de gens qui mangeaient la merguez vegan en mode regardez, tout le monde peut enfin manger ce qu'il veut. Alors qu'en fait, les rares quelques militants qui se plaît étaient là, mais en fait, non, c'est juste pour vous rappeler que derrière la merguez classique, il y a un vrai problème éthique, qui a des implications environnementales et sanitaires. Mais ouais, c'était clairement ça. Or, la revendication d'abolition de la viande est une revendication politique. Elle n'a pas spécialement pour but d'augmenter le nombre de végétariens, mais plutôt de poser en tant que débat public, politique, de société, la question de la légitimité du meurtre des animaux à des fins alimentaires et de proposer une réponse à la société. La production de viande n'a pas de justification morale et doit être abolie, comme le fut l'esclavage au XIXe siècle, c'est-à-dire interdite juridiquement. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L214 a lancé une campagne pour obliger Monoprix à retirer de ses rayons les œufs de poule élevés en cage. L'objectif de cette campagne est politique. D'une part, affirmer publiquement qu'il n'est pas normal que l'on vende des produits pareils dans les supermarchés. D'autre part, faire plier une enseigne de distribution et ainsi obtenir une victoire permettant des victoires futures concernant d'autres enseignes ou d'autres produits. Hélas, beaucoup de véganes n'y ont vu qu'une campagne visant à sensibiliser les consommateurs en général et le client de Monoprix en particulier. D'où les critiques du type « autant leur proposer d'emblée de passer à des œufs, de se passer d'œufs plutôt que d'inciter de facto à acheter des œufs de poule élevés en plein air ». Ouais, c'est un peu un argument des fois un peu réformiste qu'on peut voir. D'ailleurs, il y a un super bas de page, mais je pense qu'il arrive plus tard, sur justement un truc un peu clairement réformiste, mais qui aurait pu avoir des conséquences sur l'élevage immenses et qui nous est un peu passé sous le nez. Conclusion, et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est 21h32 et je suis fatigué. J'espère que vous ça va. Mais donc conclusion, je bois juste un petit coup. L'appel à la vertu est probablement efficace pour convaincre une personne donnée, un proche, un ami, un voisin, de devenir végétarien. Il ne l'est pas à l'échelle d'une population. C'est comme si, sous prétexte qu'une serpillière est le meilleur instrument pour éponger une flaque, on entreprenait de vider une piscine avec. L'un des buts de la stratégie de la conversion au végétarisme est de combattre l'idée que la viande et les produits laitiers sont indispensables à l'équilibre alimentaire, et, corrélativement, d'informer sur la possibilité du végétarisme et du végétalisme. Or, le mouvement végétarien français existe depuis 150 ans et a longtemps axé sa communication sur les arguments santé, avec une efficacité à peu près nulle. D'ailleurs, petite aparté, il existe des mouvements anards, libertaires anards des années 30,
et qui en fait était basé sur la nature, un peu une vision très, très sacrée du naturisme et du naturalisme, qui correspond exactement à ce qu'il vient de dire. L'argument écologique est-il plus efficace ? Cela fait 40 ans qu'on informe les gens en matière d'écologie, sans que cela ait un effet notable sur leur mode de vie. Seuls ont un effet notable les changements politico-économiques, pour ne prendre que le cas des transports, prix des carburants, disponibilité des transports en commun, interdiction de l'essence au plomb, pot catalytique obligatoire, etc. Plus fondamentalement, au cours de l'histoire, aucun problème moral n'a été résolu par le seul appel à la vertu. Les progrès sont venus d'un militantisme politique à un échelon collectif portant des exigences de justice, et il n'y a aucune raison de procéder différemment pour les animaux non humains. Et la bibliographie que je vous montre, mais je vous ai envoyé le lien dans le chat, et moi je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'était assez dense, mais vraiment cette conclusion elle est importante, hein. Elle est importante, hein. Franchement, aujourd'hui, vous vous rappelez au départ Anonymous for the Voiceless, vous aviez le t-shirt avec le logo, puis en bas c'était marqué genre environment, health, animals, puis genre les animaux, je crois qu'ils étaient presque derniers ou avant-derniers dans la liste. Et c'était qu'en gros, on allait un peu faire feu de tout bois pour avoir les meilleurs arguments. Et c'est vrai que spoiler alert, ça n'a pas des masses marché, quoi. Eka, tu dis dense, j'allais le dire, et passionnant. Ouais, dense, faut... Quand je le upload sur YouTube, il faudra peut-être le réécouter en vitesse 0.8 ou 0.9, parce que je crois que j'ai parlé un peu beaucoup. Mais ça me semblait important, hein, de reparler de ces choses-là, de voir aussi comment ce texte a vieilli, parce qu'on parle plus de végétarisme encore, hein, en 2015. Hein. C'est-à-dire que peut-être même l'auteur lui-même n'osait pas encore parler de véganisme. C'est intéressant. C'est intéressant de voir ça comme ça, de remettre un peu le texte dans son jus, mais de voir que... dans certains cas, des politiques, des trucs sectoriels ont marché, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Je voulais juste remonter sur peut-être un bas de page que j'ai loupé à propos. C'était un truc de l'Union Européenne qui aurait pu faire interdire pratiquement la majorité des élevages porcins. Et on était passé à côté de la trappe. Est-ce que c'est dans cette partie-là ou la partie suivante ? Je me rappelle pas. Non, écoutez, je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Mais dans tous les cas, merci en tout cas pour avoir été avec moi là ce soir. Encore une fois, c'est enregistré et je suis en train d'uploader tout ça sur une petite chaîne YouTube. Et je vous propose du coup de se retrouver lundi prochain pour regarder la seconde partie, hein, pour un monde juste pour tous les animaux de Yves Bonnardel, à prendre la suite de ce document. On en a fait la moitié, c'est méga cool, on fera l'autre moitié lundi prochain. Et après, j'aimerais bien un peu faire du react vidéo. Et du coup, je vous remercie. Et partagez auprès de vous ce rendez-vous Twitch, si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde.